Et nous enchaînons à présent avec le dernier quart d'heure de Smart Bourse, un quart d'heure américain comme tous les lundis. Et nous avons le plaisir de retrouver notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Nicolas. Bienvenue dans Smart Bourse. On est ravis de vous retrouver. La saison des résultats aux États-Unis commence dans quelques jours, début juillet. Que lisez-vous, qu'entendez-vous en matière d'anticipation de résultats trimestriels ? Alors, pour reprendre ce qui me paraît être une très bonne compilation, généralement faite par FactSet, des anticipations de profits des entreprises cotées, et on parle des 500 plus grandes cotées dans l'indice S&P 500, on se dirige, semble-t-il, vers un nouveau recul de l'ordre de 6,5% des bénéfices par action pour les sociétés globalement pour ce second trimestre, ce qui, mine de rien, ferait tout de même le troisième trimestre consécutif de recul des profits par action, et ce serait aussi le premier trimestre depuis très très longtemps, depuis en fait le confinement, où l'on observe un recul global du chiffre d'affaires, ce qui est un élément plus nouveau. Alors, naturellement, il faut replacer ça dans le contexte macroéconomique. On a connu aux États-Unis, au premier trimestre, une croissance en rythme annuel d'1,3%. On estime à peu près à 2% la croissance au second trimestre. Donc, en dépit de cette accélération de la croissance macro, on est toujours dans un scénario de contraction des profits par action des entreprises, avec des variations, bien entendu, suivant les secteurs sur lesquels on peut revenir si vous le voulez. Mais avant peut-être donner un mot de la valorisation des marchés, on est aujourd'hui sur le S&P 500 à un peu plus, pratiquement à 19 sur le ratio prix-bénéfice du S&P 500 sur la base des résultats trimestriels anticipés, c'est-à-dire qu'on est quand même au-delà de la moyenne des 10 dernières années qui était de 17,4. Donc le marché, globalement, si les analystes ne se trompent pas dans leurs perspectives et dans leurs prévisions, on est quand même sur un marché qui n'est certainement pas bon marché. À ce propos, je ne résiste pas à la tentation de vous signaler quelque chose qui est passé sur mon bureau tout à l'heure et qui m'a laissé un petit peu baba. C'est un commentaire de Chris Harley de Wells Fargo qui regarde la capitalisation de ce qu'on appelle les Uber Caps, c'est-à-dire ces énormes capitalisations qui ont guidé le rebond du marché depuis le début de l'année. Apple, par exemple, la valorisation boursière d'Apple aujourd'hui, eh bien, figurez-vous que c'est à peu près le PIB de la France. La capitalisation boursière de Microsoft aujourd'hui, c'est à peu près le PIB de l'Italie. La capitalisation boursière de Tesla, c'est le PIB de Taïwan. Alors, c'est assez amusant de le signaler comme ça, mais il y a une chose qui est plus intéressante, c'est de dire que, si l'on en croit cet analyste, en tout cas, aujourd'hui, on a 8 énormes sociétés américaines dont la capitalisation les donnerait, en termes de comparaison au PIB, parmi les plus grandes, 25 plus grandes économies du monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, il n'y en avait aucune. En revanche, si on retourne en arrière en 1999, période où je crois on peut tous admettre qu'on était en super euphorie avant le crack des dot-com, eh bien il y en avait déjà une dizaine de ces sociétés qui rivalisaient avec les 25 plus grands PIB en 1999. Et si on compare la liste de 1999 avec la liste d'aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il n'y a qu'une seule qui était là en 1999 et qui est encore là aujourd'hui. Cette société, c'est Microsoft. Toutes les autres, pratiquement toutes les autres, sont encore là, mais elles ne font plus partie des Uber Caps. On peut les citer: General Electric, Cisco, Intel, Walmart, Nokia, qu'est devenu Nokia, Pfizer, ExxonMobil et IBM. Comme quoi la roue tourne dans le capitalisme, même quand on passe d'une période d'euphorie à une période de grande déprime et que l'on rebondit ensuite plusieurs fois, la liste des gagnants n'est pas toujours la même.
Un mot peut-être, vous le proposiez, Pierre-Yves Dugat, des secteurs, effectivement, dans un contexte où on anticipe donc ce troisième trimestre en recul, mais avec des analystes un peu moins pessimistes à l'approche de la publication des résultats. Effectivement. Alors, il y a certains secteurs qui génèrent de l'optimisme en termes de perspectives de résultats. L'énergie, cette sous-catégorie de l'indice S&P 500 qu'on appelle Communication Services, que je trouve extrêmement mal nommé, moi. Il faut aller un petit peu gratter là-dedans. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par Communication Services? En fait, on retrouve là-dedans les réseaux sociaux, les opérateurs de télécom et les géants des médias comme Disney, par exemple. Optimisme donc pour ces deux secteurs-là. Pessimisme en revanche sur tout ce qui est consommation non cyclique. La distribution, l'agroalimentaire, on trouve dans cette catégorie-là de grands noms comme Coca-Cola, Procter & Gamble ou encore Kraft. Et quand on prend un petit peu de recul, et je reviens à l'aspect macro, on retrouve en fait, on retrouve ces billes parce qu'on sait que les Américains ont surconsommé des biens pendant le confinement et juste après le confinement, et maintenant qu'ils sont en phase de désallocation de leur budget sur la consommation de biens et d'allocation sur la consommation de services, en particulier dans le domaine du voyage et des transports aériens. Il y a un certain nombre de sociétés américaines cotées qui font l'objet de recommandations d'achat de la part de 100% des analystes qui les suivent. Quelles sont-elles? Je les ai notées. Les compagnies aériennes comme Delta Airlines et Alaska Airlines. Et là, on peut supposer que non seulement elles profitent de l'engouement des Américains pour le voyage, mais aussi de la baisse relative des prix du kérosène. Et puis, on trouve des sociétés de services pétroliers. Schlumberger et Halliburton font également l'objet de recommandations pour la totalité des analystes qui les suivent. C'est intéressant. Pessimisme, en revanche, plutôt sur Home Depot, McDonald's, et dans tout ce secteur non discrétionnaire de la consommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire les choses qu'on aime consommer, mais dont on peut tout de même se passer. Starbucks, par exemple, ou encore Nike. Un mot de politique à présent, Pierre-Yves Dugat. On constate aux États-Unis que de plus en plus de candidats sont présents pour l'investiture du Parti républicain. Alors, je vais vous poser une colle, Nicolas. Est-ce que si je vous dis Doug Burgum, ça vous dit quelque chose? Doug Burgum. Je dois avouer que non. Ça ne vous dit rien, vous êtes pardonné. J'avouerai volontiers, mais à coup pas qu'il y a 15 jours, si on m'avait posé la question, je n'aurais pas su qui était cette personnalité très importante dans le Dakota du Nord, un État de 800 000 habitants. C'est le gouverneur qui en est à son second mandat, et M. Doug Burgum, qui est âgé de 66 ans, fait partie des candidats qui se sont récemment déclarés comme candidats à l'investiture républicaine. C'est quelqu'un qui a fait fortune dans les logiciels et qui a vendu sa société de logiciels à Microsoft en 2001 et qui ensuite a fait de la politique avec beaucoup de succès dans le Dakota du Nord et qui maintenant voudrait appliquer ces méthodes au reste des États-Unis. D'autres inconnus qui se sont fait connaître au cours des derniers jours, le maire de Miami, Miami, la plus grande ville de la Floride, Monsieur Francis Suarez, 45 ans, aimerait bien, lui aussi, être investi par le Parti républicain, ce qui prouve qu'on a beaucoup de Floridiens maintenant qui briguent l'investiture républicaine. On en a au moins 3, M. Suarez, donc maire de Miami, Ron DeSantis, le gouverneur, qui a été brillamment réélu le gouverneur de Floride, et naturellement, on ne le présente plus, mais il est résident de Floride, Donald Trump. D'autres inconnus, Asa Hutchinson, ancien gouverneur de l'Arkansas, on se demande un petit peu pourquoi il se présente. L'Arkansas est un État tout à fait honorable et M. Hutchinson l'est, mais pour l'instant, il est très peu connu en dehors de cet État. Il va avoir au cours des prochains jours, dans les débats qui sont organisés sur les chaînes câblées américaines, l'occasion de se faire connaître. Et puis, il y a un ancien poids lourd, je dis ça sans jeu de mots, qui est Chris Christie, qui est l'ancien gouverneur du New Jersey,
qui était un ancien allié de Donald Trump et qui s'est beaucoup disputé avec Donald Trump, qui a jeté son chapeau dans l'arène et qui est le seul, je dirais, à ce jour, à oser de manière explicite faire campagne contre Donald Trump en le critiquant dans des termes assez explicites, au risque d'ailleurs de se faire huer devant les audiences de républicains militants qui, pour le moment, sont encore largement acquis à Donald Trump, puisqu'on donne toujours Donald Trump comme l'archi-favori dans ces primaires républicaines, avec plus de 50% des suffrages potentiels, et loin derrière Ron DeSantis. Qu'est-ce que ça nous dit rapidement, Pierre-Yves Dugas, ce nombre de candidats toujours plus nombreux déclarés à l'investiture du Parti républicain ? Je crois qu'on bouillonne d'idées au sein du Parti républicain et on cherche par tous les moyens à tourner la page sur Donald Trump. Et qu'après tout, Donald Trump a démontré qu'on pouvait être élu sans jamais avoir exercé un mandat électif important et que pourquoi pas tenter sa chance. Beaucoup parient que Donald Trump sera évincé, soit de lui-même, il abandonnera sous la persécution des procureurs américains, peut-être à l'issue d'un jugement qui pourrait lui tomber dessus sur les multiples affaires qui lui courent après. Une personnalité importante pour les gens qui nous écoutent, qui a également décidé de se lancer dans l'aventure, est Vivek Ramaswamy. C'est quelqu'un qui travaille dans la finance, c'est un ami de J.D. Vance, c'est un ami de la seule personnalité républicaine de la Silicon Valley, Peter Thiel, qui elle-même avait financé en partie la campagne de Donald Trump avant de s'éloigner de lui. Et M. Ramaswamy est un ennemi farouche de l'ESG. C'est un ennemi farouche de ce qu'il appelle le capitalisme woke. C'est un point qu'il partage avec Ron DeSantis. Il considère, comme le disait Milton Friedman, que l'objectif des sociétés est de maximiser la valeur des actionnaires et ne doit pas se préoccuper de considérations politiques ou sociales ou environnementales. Il apporte quelque chose à cette campagne avec un discours très très business. Il a fait fortune, lui, dans la biotechnologie. Merci beaucoup Pierre-Yves Dugas de nous avoir accompagnés dans le quart d'heure américain de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes le correspondant américain de Smart Bourse. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Smart Bourse en replay sur bismart.fr, mais aussi nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 en direct sur Bismart.